Pendant longtemps, on était dans un système où on pouvait distinguer entre les citoyens compétents et les incompétents. Là, on renvoie à Gaxi, on renvoie à Bourdieu, on renvoie à Converse. En gros, des gens qui, effectivement, maîtrisaient la politique, avaient la compétence objective et surtout la compétence subjective pour en parler. Puis ceux qui étaient beaucoup plus dans un rapport de domination, qui étaient beaucoup plus dans un rapport de remise de soi aux élites. Avec le renouvellement générationnel, les choses changent. Et les choses changent parce qu'on a de plus en plus d'individus et de citoyens qui développent un fort niveau de compétence grâce à leur niveau de diplôme. Et en fait, c'est même le niveau de diplôme qui va aboutir à une distance à l'endroit du politique. Donc c'est parce qu'on est diplômé, parce qu'on est informé, qu'on en arrive à créer de la distance à l'endroit du politique, parce que justement, on maîtrise de mieux en mieux les codes, on est de mieux en mieux capable de traiter de l'information, on est de mieux en mieux capable de s'informer, et donc de remettre en question un certain nombre de discours dominants. Il fut un temps, quand on était diplômé, on avait de grandes chances d'être intéressé par la politique, et bien aujourd'hui, le lien entre diplôme et intérêt s'est déconnecté. On continue à avoir des citoyens sophistiqués, on continue à avoir des citoyens qui, effectivement, se mobilisent, sont proches des partis, s'informent, etc. Mais on a de plus en plus de citoyens distants. Et ces citoyens distants, ça va se concevoir dans le rapport au parti. Très peu, et de moins en moins d'entre eux vont se dire proches d'un parti. Ça va être de plus en plus des citoyens qui, par rapport au vote, par exemple, ne voteront plus de manière automatique et ne voteront plus très clairement dans une logique de remise de soi. C'est plus le choix de quelqu'un qui va nous diriger. Et donc le rapport au vote va être un rapport au vote beaucoup plus épisodique, beaucoup plus intermittent. Le vote devient un élément de participation qui est beaucoup trop associé à l'élection, beaucoup trop associé à la démocratie représentative, alors même que quand on veut participer, quand on veut être citoyen, désormais, on a plein d'autres manières de s'exprimer par la pétition, par la manifestation, par le boycott, par l'achat de produits éthiques, par les likes sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ces citoyens distants, on les voit effectivement assez souvent parmi les diplômés du supérieur, qui sont de plus en plus nombreux, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il existe encore des non-diplômés. Il y a de la diversité dans ces générations. Et on le voit quand on regarde par exemple les milléniaux, une majorité d'entre eux peuvent être considérés comme des citoyens distants, mais il y a aussi des non-participants, il y a aussi des citoyens qui effectivement se retrouvent dans une situation particulièrement problématique. Alors ces citoyens-là, on les retrouvera parmi les non-diplômés de cohortes très diplômés, on les retrouvera dans la jeunesse du rural, dans la jeunesse des quartiers populaires, on les retrouvera chez les ni en études ni en emploi, des fameux NEET. Et alors ceux-là, effectivement, on est dans une situation très particulière parce qu'il leur manque désormais, enfin très clairement, ce que leurs équivalents fonctionnels des années 60-70 avaient, c'est-à-dire des syndicats, des collectifs de travail, ben, eux ne l'ont plus. Et du coup, on se retrouve dans cette situation où ces individus-là s'avèrent désormais complètement séparés du système quelque part et ne sont plus dans le radar, ne sont plus dans le radar des responsables politiques parce qu'ils ne votent pas, ne sont pas dans le radar du mouvement social parce qu'ils ne participent pas aux manifestations. Et là se pose quelque chose de très troublant et de très inquiétant à mon sens. On est dans un moment où on a l'impression d'une forme de droitisation, on est dans un moment où on a l'impression qu'il y a un trouble identitaire, il y a une remontée de la xénophobie, mais ce n'est pas ce qu'on retrouve dans les enquêtes, et ce n'est pas ce qu'on retrouve particulièrement dans les jeunesses en général. C'est-à-dire que plus une cohorte est récente, plus elle est tolérante. Plus elle est ouverte à l'immigration, plus elle est favorable à l'égalité entre les genres, plus même elle est favorable au multiculturalisme. C'est très frappant de voir par exemple que c'est dans les 18-30 ans aujourd'hui qu'il y a une vision par exemple de la laïcité qui est une vision de la laïcité multiculturelle, dans le sens où c'est pas le rejet d'une religion, c'est l'acceptation des différences. C'est pas qu'une histoire de jeunesse, parce que même les anciens jeunes qu'on a été s'avèrent plus tolérants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient précédemment, et c'est encore plus vrai pour les boomers. Les boomers d'aujourd'hui, il y a 30 ans, étaient beaucoup plus intolérants. Donc il se passe quelque chose de super intéressant de ce point de vue-là. Donc effectivement, il y a un mouvement vers plus de tolérance, il y a un mouvement vers plus d'égalité de genre. Alors certains diraient du wokisme, mais le vrai truc intéressant, c'est qu'effectivement, la génération qui vient est une génération particulièrement attachée aux droits des femmes comparé à celui des hommes, et particulièrement attachée à la possibilité pour les gens de s'exprimer, d'exprimer leurs différences, notamment leurs différences dans leur sexualité, par exemple, ou dans leur envie de faire une famille différente, etc., etc. Donc il y a vraiment des choses super intéressantes qui sont en train de se jouer là. Ça ne veut pas dire, néanmoins, que cette jeunesse et les générations post-baby-boom ou les millennials ont oublié les questions sociales. Et c'est même quelque chose d'assez frappant de constater que quand on leur pose des questions sur la redistribution, quand on leur pose des questions sur le collectif, la société,
eh ben, ils sont eux aussi traversés par des tensions autour de ces questions. On a des libéraux économiques dans ces jeunesses, on a aussi des sociaux, des gens qui ont envie effectivement de tenir compte des inégalités, qui ont envie de plus d'égalité, etc., etc. Ça nous raconte quand même une chose importante, c'est qu'il faut parler de jeunesse au pluriel. Et ces jeunesses, elles sont effectivement traversées par des logiques de distinction sociale, des logiques de distinction en valeur. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même de moins en moins de racisme, de moins en moins de xénophobie, de plus en plus d'acceptation de l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Il n'empêche qu'il y a quand même au sein de ces jeunesses des parties, des minorités qui ne sont pas sur ces questions-là. Et on le constate en fait quand on analyse par exemple le vote pour le Rassemblement national, qui était particulièrement fort chez certains jeunes en 2012 et en 2017. On a là un phénomène assez intéressant qui fait qui nous raconte un autre mécanisme. Il y a les valeurs et il y a la politisation des valeurs. Et très clairement, les jeunesses votent de plus en plus sur ces questions culturelles, sur ces questions d'immigration, sur ces questions d'égalité homme-femme, sur ces questions d'autoritarisme. Mais soit du côté progressiste, soit du côté du Rassemblement national. C'est une des vraies interrogations qu'on peut avoir sur la présidentielle qui vient. Quand on regarde les évolutions dans le temps de la participation, effectivement, plus on avance dans le temps, plus on se rapproche d'aujourd'hui, plus on voit qu'il y a de la participation ou de l'abstention intermittente. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins en capacité de prévoir un niveau de participation donné. Généralement, la présidentielle, ça fait le plein. C'est-à-dire que tout le monde finit par se déplacer. Et d'ailleurs, c'est ce que le collectif SPEL avait appelé l'effervescence électorale. C'est-à-dire que comme on parle de la présidentielle, quand on parle dans les médias, quand on en parle entre soi, ça finit par obliger les uns et les autres à se déplacer. Et donc on a des niveaux de participation qui sont relativement constants sur tout le long de la Ve République. C'est les autres élections qui ne mobilisent pas ou qui mobilisent moins, notamment quand elles sont considérées comme sans enjeu. Ça ne veut pas dire que, en gros, on fait un référendum sur le traité constitutionnel européen, mais on réussit à mobiliser 69% de l'électorat, c'est énorme. Donc, effectivement, il y a des vrais différentiels de participation aujourd'hui, et ces différentiels de participation, on constate notamment qu'ils sont au détriment des plus jeunes. Quand on prend les régionales, c'est frappant de constater que les moins de 35 ans ont pesé la moitié de leur poids dans les urnes. A l'inverse, les plus de 65 ans, c'est 1,5 fois. Autrement dit, on est dans des urnes qui s'avèrent particulièrement grisonnantes. Elles sont socialement biaisées. On sait, c'était d'ailleurs les travaux de Braconnier d'Ormagin qui le montraient très bien, une majorité sociale peut devenir une minorité électorale, mais l'impact de ce lien au vote par les générations aboutit à ce que les générations qu'on entend, c'est les générations des boomers et de ceux nés avant-guerre. Autrement dit, ce n'est pas forcément les générations d'avenir, et très clairement, elles ont des valeurs particulières. On se retrouve dans une situation en 2022 où si on est sur un trend qui est celui des régionales, effectivement, on va se retrouver dans des urnes qui vont de moins en moins refléter le pays réel. Si on est dans un trend de présidentielle classique, avec une remobilisation à la fin, peut-être que ça sera un peu rééquilibré de ce point de vue-là, tant d'un point de vue social que d'un point de vue générationnel. En tout cas, pour l'instant, on est quand même dans une drôle de situation, dans une forme d'illusion de droitisation, tout simplement parce que de fait, on entend parler des enjeux qui intéressent les plus anciens, l'immigration, l'insécurité, et une partie des plus anciens. C'est-à-dire qu'en fait, les plus anciens qui se placent à droite, pas forcément ceux qui se placent à gauche et qui parlent aussi d'inégalités. Ils existent, heureusement, d'inégalités de pouvoir d'achat, d'environnement, etc. Ceux-là, on n'en parle pas. En gros, on se concentre en ce moment dans le débat public sur certains enjeux, l'immigration et l'insécurité, au détriment de ce que porte notamment la jeunesse, globalement, autour justement de la question climatique, autour des questions de genre, autour des questions d'inégalité sociale. Et donc là, il y a quelque chose de troublant. Parce qu'à force de ne parler que de ces enjeux-là, ça a un impact sur le positionnement des candidats, ça a un impact sur le débat public en général, et du coup, ça risque d'avoir un impact de démobilisation assez impressionnant si jamais, effectivement, les enjeux sur lesquels se positionnent les plus jeunes ne sont pas traités. C'est focalisé sur l'enquête valeur. Elle a ses avantages et ses inconvénients, comme toute enquête en fait. L'intérêt de l'enquête valeur, c'est que c'est d'abord des procédures d'échantillonnage beaucoup plus structurées, beaucoup plus fiables que les enquêtes tout venant.
On est dans du face-à-face. C'est une enquête qui a lieu tous les 9 ans, qui a commencé en 1981. Donc qui permet en fait de mesurer les évolutions d'une société comme la société française sur une quarantaine d'années. Alors certes, c'est uniquement tous les 9 ans, mais ça nous permet déjà quand même de faire un début de socio-histoire. Alors ça fait rire les socio-historiens, parce que pour eux, mon temps long est un temps court, mais il n'empêche qu'en 40 ans, il se passe des choses. Et c'est en regardant ces 40 ans qu'on peut mesurer combien il y a à la fois des effets de carrière, des effets de jeunesse, c'est quoi être jeune, mais aussi c'est quoi être membre d'une génération née dans les années 50, née dans les années 70, née désormais dans les années 90, et qu'est-ce que ça construit comme rapport à la politique, qu'est-ce que ça construit comme rapport dans le couple, dans la famille, etc. Donc l'intérêt de ces enquêtes, c'est aussi de pouvoir mesurer les évolutions de groupes au sein de la société, et voire même de groupes au sein des générations. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, que ce n'est pas la même chose que d'être une femme née dans les années 30, dans les années 40, dans les années 60 ou dans les années 80-90. En termes justement de valeurs, en termes de rapport au couple, en termes de positionnement dans la société. De la même manière, ces enquêtes, elles nous permettent de voir effectivement dans quelle mesure être un ouvrier baby-boomer diffère d'un ouvrier post-baby-boom. Les deux existent, mais simplement ils sont dans des sociétés complètement différentes. En fait, l'intérêt de ces enquêtes, c'est du coup, on sait que les questions sont jamais parfaites, hein, mais en regardant ces questions, on peut du coup regarder comment les gens se répartissent en termes de logique sociale, de logique politique. On peut également regarder comment ces logiques évoluent, et puis surtout comment ces logiques évoluent à la fois dans le temps, la profondeur historique, et dans l'espace, c'est-à-dire entre les différentes sociétés. Typiquement, on a des trucs très très rigolos dans les enquêtes valeurs sur l'avortement. On voit effectivement combien la question de l'avortement aux États-Unis n'a pas bougé, dans des questionnaires pourtant similaires, alors que dans les sociétés européennes, c'est devenu limite un consensus. On est là dans une situation vraiment, vraiment, vraiment compliquée. Le sondage, s'il est bien fait, ça nous dit des choses. Il faut bien voir par exemple que l'enquête INSEE, l'enquête emploi de l'INSEE, c'est du sondage. Et c'est du sondage avec une vraie logique de procédure d'échantillonnage très forte, avec une taille d'échantillon conséquente, hein, plusieurs dizaines de milliers de foyers, avec une répétition dans le temps qui permet de mesurer des évolutions, qui permet notamment de mesurer l'évolution du taux de chômage. Donc là, dans du sondage de très 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 grande qualité. Il faut bien avoir en tête que les sondages politiques aujourd'hui sont rarement au niveau de cette qualité. Il y a plusieurs problèmes aujourd'hui. Un des premiers problèmes que je perçois, c'est notamment le basculement progressif vers les enquêtes web. On peut se poser la question d'abord de la base de sondage. Sur quoi tire-t-on les échantillons? Et cette base de sondage est-elle elle-même représentative? Ensuite, se pose la question des biais justement sur cette manière de poser les questions. Typiquement, on est quand même à un moment où l'industrie du sondage s'est vraiment plantée sur la question du vote au régional. Quand on prend les derniers sondages publiés qui estimaient les votes au régional et qu'on compare aux résultats, au minimum le Front National était surreprésenté de 4 points, mais ça va jusqu'à 9 à 9 points et demi dans au moins 4 régions, et pas n'importe lesquelles, hein, notamment l'Occitanie. En Occitanie, on était dans le dernier sondage à un moment où le FN était devant Carole Delga. Au final, il y a 10 points d'écart en termes d'inverse. Donc on est vraiment dans un moment où on devrait s'interroger sur ce que produisent les sondages. Ce d'autant plus que c'est ces sondages par web qui ont du coup un peu dicté l'agenda. Parce que ces sondages laissaient penser qu'il y avait une préoccupation sécuritaire, on a parlé d'insécurité. Donc ça a un vrai impact. Ces sondages, en fait, coûtent très peu cher. Et donc, il y a une logique de consommation qui est désormais de plus en plus impressionnante. On est à plusieurs centaines de sondages réalisés lors de la dernière présidentielle. Et là, je pense qu'on va on va encore battre le record de 2017. Et on peut se poser la question, du coup, de ce qu'on mesure, y compris en termes d'intention de vote. Aujourd'hui, je suis assez frappé de constater que les rares instituts qui nous donnent des indications sur la manière dont sont construites les intentions de vote racontent une réalité qui, moi, m'interpelle. Je prends notamment le travail qu'a fait Cluster 17. Cluster 17 est le seul institut à ma connaissance qui, pour l'instant, nous donne le taux de participation supposé des individus. Et on voit par exemple que
Les moins de 35 ans, c'est des taux de participation de 50%. Les plus de 65 ans, on est à 80%. Les CSP+, on est autour de 75%. Les ouvriers et les employés, autour de 50%. Quand on prend en compte ça, et qu'on sait que les instituts, du coup, font des intentions de vote uniquement sur les gens sûrs d'aller participer, on voit bien qu'en ce moment, nos intentions de vote sont des intentions de vote qui ressemblent à peu près à ce qui s'est passé pour les régionales. C'est-à-dire effectivement plutôt du vote de seniors, plutôt du vote de gens de classe moyenne ou classe supérieure, et très clairement, ce vote-là penche à droite. Ce qui est troublant, c'est de se rendre compte que ces intentions de vote qui penchent à droite sont peut-être de la surestimation de la droite. Et ça, on peut le voir à partir de Cluster 17, on peut le voir aussi avec le travail qu'a fait Antoine Bristiel récemment, qui montrait qu'à mesure qu'on relâche cette contrainte de participation, on se rend compte que la gauche remonte. Et donc en fait, ça nous raconte aussi quelque chose. Effectivement, la droite de la droite et les LR sont mobilisés, ils ont leur candidat. La gauche et les électeurs de gauche semblent au minimum insatisfaits à l'endroit de ceux qui voudraient les représenter. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans un effet d'illusion d'optique qui fait qu'une gauche se démobilise et donc ne vote pas et donc ne rentre pas dans les intentions de vote, alors que la droite le fait. Et donc on arrive à un moment assez particulier, de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que si on continue comme ça, effectivement ça va continuer à démobiliser les électeurs de gauche, et donc on aura une présidentielle de droite, et probablement une présidentielle de droite qui ne représente pas exactement ce qui se passe dans le pays. Et donc en fait ça permet de reboucler avec cette histoire de citoyenneté distante. C'est-à-dire que du coup on se retrouve dans une situation où il pourrait se passer cette séparation entre la politique institutionnelle représentative telle qu'elle se fait et des citoyens qui de moins en moins vont se déplacer pour aller aux urnes. Et donc vraisemblablement que là, ça interroge clairement sur c'est quoi notre modèle de démocratie? Est-ce qu'on doit faire en sorte que la démocratie ne fonctionne qu'à travers les élus et notamment à travers le pouvoir présidentiel? C'est quelque chose qui m'avait frappé dans la lettre que Emmanuel Macron avait envoyée aux citoyens avant le grand débat, où il expliquait que la démocratie française est une démocratie suffisamment mûre pour écouter un peu plus ses citoyens. Maintenant, on se retrouve dans une situation où un président, pour l'instant, est donné réélu, alors même que de plus en plus de citoyens se détournent du moyen de le désigner. Et donc là, ça se posait une vraie question entre pays électoral et pays réel.